Je suis rentrée dans un état mental, psychologique et physique que j'ai jamais revécu. D'accord. Notre corps, c'est notre outil de travail. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui influent et qui impactent le corps d'une femme. C'est compliqué de jongler entre la boxe amateur et professionnelle. Alors oui, c'est compliqué. Je pense même qu'on ne peut pas être performant partout en même temps. Au bout d'un moment, il va falloir que je fasse un choix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la Masterclass avec une invitée exceptionnelle, Estelle Mosley, qui nous fait donc le plaisir de participer à cette première émission. Comment vas-tu, Estelle? Ça va très bien. Tout va bien? Ravie. Ouais, beaucoup d'être là. d'actualités. On va surtout parler de ton parcours. C'est un format, vous le savez, on l'a déjà dit, qui va parler d'inspiration. On croit beaucoup sur Divergent à la force des rôles modèles. Tu fais partie de ces gens-là qui ont des parcours atypiques, qui peuvent être très inspirants. On avait très envie de te recevoir, donc déjà merci pour ça. Merci au panel qui s'est déplacé, qui va faire partie intégrante de l'émission. Vous faites partie des personnages de l'émission. Pour commencer, Estelle, on va débuter sur tes années, tes premiers amours avec la boxe. Tu as découvert à quel âge cette passion pour le noble art? J'ai commencé à 12 ans. La boxe. Est-ce que j'ai su tout de suite que c'était une passion? Pas forcément. C'était à la base pour tester un sport et un sport de combat. Et à 12 ans, je pousse la porte de la salle de boxe de Champigny-sur-Marne et j'ai trouvé en fait ce que je cherchais dans un sport. Quand tu ouvres la porte de ce club de boxe à Champigny, est-ce qu'il y avait d'autres filles, de jeunes filles? Parce que tu as quoi? Tu as 12 ans, c'est ce que tu me disais? 12 ans, j'étais la seule. Et pendant plusieurs années, j'étais la seule. Il y a eu du passage. Faut toujours regarder le nombre d'adhérents en début d'année et le nombre en fin, on en perd les trois quarts. Mais c'est vrai que j'étais la seule. Il y a eu une ou deux filles par-ci par-là selon les années, mais qui ne restaient jamais très longtemps. Parce qu'ils avaient peur de toi? Tu leur mettais des... Non, je pense pas, parce encore. que la boxe est un sport dur et exigeant et on prend des coups aussi. Donc au début c'est bien et à force d'en faire, quand on monte sur le ring, c'est vrai que si on n'est pas prêt à accepter de prendre des coups, je pense qu'on ne peut pas continuer dans ce sport. C'est vrai que sur les sports de combat, il y a une sélection naturelle, effectivement, comme tu le dis. Je pense que le nombre d'adhérents baisse. Quand tu t'inscris à 12 ans, est-ce que tu as déjà des ambitions de haut niveau ou c'est vraiment pour tester un sport Ah non, pas du tout. C'est pour tester un sport, c'est pour faire un sport. Ça fait partie de mon éducation, faire du sport depuis petite. Je fais du sport, j'ai fait d'autres sports avant la boxe. Et on va dire que c'est aux alentours peut-être de 15 ans que les ambitions arrivent, sachant que j'ai commencé la compétition en boxe à partir de la première année. D'accord. Mais c'était des petites compétitions. Okay. Voilà, à l'époque, c'était la boxe éducative, les coups n'étaient pas portés. Okay. C'était avant tout de la technique. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai perduré dans le sport, la compétition, l'esprit compétitif. Il y avait déjà un circuit féminin où tu as pu déjà te confronter face à des hommes. Comment ça se passait? Est-ce que je suppose qu'à l'entraînement, c'était forcément beaucoup de garçons? C'était que des garçons. Sur les compétitions, tout est séparé. Il n'y a pas du tout de compétition mixte. Donc forcément, il y avait, ce n'était que des filles en opposition. Pas énormément de monde, en fait. C'est vrai que maintenant, quand je vois l'évolution qu'on a eue, quand j'ai commencé à 12 ans, il y avait pas de à l'international, il n'y avait pas de championnat d'Europe pour les jeunes, il n'y avait pas de championnat du monde. Maintenant, il y a des championnats internationaux pour les jeunes, c'est-à-dire moins de 18 ans. Ça, c'est énormément développé pour les adultes aussi. Donc, et ce qui a fait la différence, c'est l'arrivée aussi de la boxe aux Jeux Olympiques, puisque la boxe avant 2012 n'est pas olympique, et la boxe féminine. Et après 2012, elle l'est. Et là, ça a tout changé. Donc, tu es devenue la première championne olympique de l'histoire, mais ça, on va revenir dessus parce qu'il y a quelques étapes, évidemment, avant ça. À quel moment tu comprends que tu vas aller au plus haut niveau? Au moment, la boxe féminine a failli entrer au jeu en 2008. On en parlait, bon, finalement, c'est pas fait. Mais là, je me dis, ah ouais, franchement, c'est la boxe au jeu. Ça va devenir un sérieux objectif.
Donc, elle a failli rentrer, elle n'est pas rentrée, mais courant 2010, on sait qu'elle sera là en 2012. Et là, ça devient ma target. Tous mes entraînements sont dédiés à ça. Et j'ai envie qu'une chose, c'est de devenir championne olympique à ce moment-là. Donc, en 2010, là, j'ai envie de rentrer dans le haut niveau. J'ai envie de me tester à l'international. Je commence à m'intéresser à pas mal de choses, à ce qui se passe. Je vois qu'il y a des compétitions internationales, donc il y a les championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. C'est vrai que j'ai vite fait le tour des championnats de France. Tous les ans, j'étais championne de France, donc j'avais envie de voir autre chose et de me challenger. Tous les gens. Il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas énormément de niveau. C'est pour ça qu'à 17 ans, je me surclasse. On a la possibilité, si on a un bon niveau, de se surclasser, de sauter un peu, de sauter un an, quoi. Et à 17 ans, moi, je passe senior. Senior, c'est à partir de 18 ans normalement. Parce que justement, j'avais envie, le niveau n'était pas hyper relevé et j'avais envie de me challenger. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que quand on passe senior, on passe de, de catégorie d'âge, des tranches de 2 ans à plus de 18 ans. Donc là, on rencontre des filles qui ont 30 ans, 35 ans, qui font de la boxe, qui font de la boxe à haut niveau depuis des années, qui ont un nom. Donc forcément, quand il faut gagner, il faut vraiment gagner. D'accord. Et là, ouais. Le niveau entre le national, donc le niveau français international, en boxe anglaise, et donc chez les filles, il y a un gros delta, c'est ce que tu nous dis? Oui, il y a une différence, c'est certain. Il y en avait une à l'époque. Maintenant, en fait, à partir du moment où les jeux, où la boxe est rentrée dans les jeux, les pays ont pris le pas. Énormément. La boxe, elle a progressé de fou. La technique, les entraînements, c'est vraiment devenu du très haut niveau. Avec moi, je m'entraîne, c'est mon travail, je m'entraîne 35 heures par semaine en moyenne. Donc, si c'est pas plus sur des très très gros combats, mais c'est vraiment devenu du très haut niveau. Et parce que la concurrence, s'accélérait et qu'il fallait faire les choses de façon carrée, quoi. Tu as donc cette ambition avec les Jeux Olympiques en objectif principal, sauf que tu pratiques un sport qui n'est pas hyper reconnu en France et chez les féminines donc très très peu de moyens. Comment ça s'est passé avec les instances, les fédérations, peut-être même l'INSEP ou le ministère des Sports? Est-ce que tu t'es sentie soutenue dans cette quête-là? J'étais en équipe de France. 17 ans, je rentre en équipe de France. Oui, quelque part, oui, parce que les équipes de France, on nous dit, là, il y a un stage, on prend tout en charge, on nous envoie en stage. J'avais des stages de plus en plus réguliers. En plus, quand il y a des championnats, des gros championnats sur l'année, forcément, il y a plus de stages. Pour moi, c'est quelque chose c'était une façon de soutenir aussi les athlètes, hein. Alors, si on compare par rapport à ce qu'avaient les hommes, c'était en dessous. Mais c'est quelque chose... je faisais absolument pas attention à ça. J'étais vraiment la tête dans le guidon. Pour moi, c'est une chance. C'était aussi une chance de rentrer en équipe de France. C'était beaucoup de possibilités. Je voyageais tous les 2 mois. J'étais à l'étranger. Ça permet d'avoir une maturité assez accélérée. On rencontre du monde, on est sur des compétitions, on est livré à nous-mêmes très rapidement. Donc, pour moi, oui, le soutien était là. D'accord. Au niveau des sponsors, parce que là, tu nous expliques, évidemment, c'est des entraînements à temps complet, c'est des voyages. Comment tu vis quand tu es athlète de haut niveau, mais dans un sport qui reste quand même assez confidentiel? Il a explosé, évidemment, avec des gros titres, notamment en 2016. Mais comment vit un athlète avant tout ça? J'étais étudiante. Alors, la question de travailler, pas travailler, elle ne se posait pas, parce que de toute façon, je faisais mes études. Je pas tu peux nous redire les études et le métier, justement? À 17 ans, quand je rentre en équipe de France, je passe mon bac S, et derrière, je suis rentrée en école d'ingénieur. Donc, pendant 5 ans, j'étais étudiante. Il y avait ce qu'on a appelé des aides personnalisées. Donc, selon le niveau qu'on avait, selon les compétitions qu'on gagnait, on pouvait avoir un petit salaire tous les mois, mais c'était quelque chose de très faible. C'était aux alentours de 300, 500 euros. Bon, j'étais étudiante, donc je vivais chez mes parents. J'avais pas... c'est pas comme si j'avais à choisir entre un métier et mon sport, parce que j'étais pas encore sur cette route-là.
Et puis, c'est vrai que aux alentours de 20, 21 ans, on a envie un peu de s'assumer, de faire des choses. Donc, j'avais un rythme assez fou. Je faisais mes études. je m'entraînais 2 fois par jour. Et j'avais pris un job à côté. En plus, Ouais. C'est des trucs de nuit et tout. Enfin, j'avais un rythme de dingue. Je me dis maintenant, c'est impossible que je fasse ça. Je sais pas comment je faisais. En plus, j'étais étudiante. J'habitais à Champigny-sur-Marne et mon école était à La Défense. Donc, c'était un peu voyage tous les matins et tous les soirs pour aller en cours. Mais bon, voilà, j'étais dedans. J'aimais ce que je faisais au niveau des études. J'aimais ce que je faisais au niveau du sport. Et je le faisais. Et même s'il y a forcément des difficultés quand on a un rythme comme ça, la boxe, c'est quelque chose de très prenant. Il y a des compétitions qui se passent bien et des compétitions qui ne se passent pas bien. Mais je pense que quand on a 20 ans, on ne fait pas attention à tout ça. Tu sais que moi, je vais mettre en collector là, ce passage-là, parce que bon, j'ai beaucoup d'étudiants qui, des fois, peuvent être un peu démotivés sur la poursuite des études. Je vais leur dire, non, mais tu peux être aussi au niveau. Donc, tu avais vraiment... tu étais au niveau un peu partout. Comment tu j'étais... je partais le matin à 6h, j'allais à l'école, parce que c'était 1 heure de route, un peu plus d'1 heure de route pour aller à l'école. Je partais avec mon sac de sport. Si j'avais vraiment des séances importantes à faire, je les faisais sur le campus. Et je revenais, le soir, je rentrais directement après les cours pour aller à l'entraînement. Donc mes journées finissaient aux alentours de 22h quand il n'y avait pas des trucs à apprendre ou des examens le lendemain. Donc oui, il y avait un rythme. Mais voilà, je pense qu'il faut ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que tu penses que ce double cursus avec les études, ça a pu à un moment nuire à ta performance sportive, ou est-ce que tu considères que c'était justement aussi une bulle d'oxygène qui t'amenait autre chose? Non, pour moi, c'était l'équilibre. Tu avais besoin d'être stimulé aussi intellectuellement, non pas que la boxe évidemment soit pas intellectuelle parce qu'elle est éminemment. Passer à autre chose, ça faisait du bien. Okay. Ça se passe pas toujours bien, même dans les études. Il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses qu'on réussit moins bien. C'est vrai que moi, je passais totalement à autre chose parce que si une compétition se passait pas bien, le lendemain de toute façon, il fallait que j'aille à l'école. Donc on passe à autre chose et on avance. J'avais pas le temps de me poser des questions, de remettre tout en question. J'avais pas le temps j'avais pas le temps. J'avais mes objectifs et il fallait que je réussisse ces objectifs-là, autant à l'école que dans mon sport, avec des deadlines quelque part, puisque j'avais pas non plus envie de passer 7 ans de ma vie à faire mes études. Pour moi, c'était 5 ans. On m'avait parlé de la possibilité d'allonger un peu mes études. J'en avais absolument pas envie. C'est ça, parce qu'au niveau à l'INSEP, on en connaît des athlètes qui vont faire des masters sur 7-8 ans. Exactement, il y a des écoles qui aménagent les choses aussi. Moi, j'avais pas une école... C'est difficile de trouver une école d'ingénieur. Il y en a pas en Île-de-France. Il y en a un peu en province, mais avec des aménagements pour les sportifs de niveau. C'est-à-dire que mon école n'était absolument pas aménagée. D'accord, en plus. Donc quand j'étais pas là, je ratais les cours et il fallait que je rattrape. Et non, j'avais la tête dans le guidon et ça me permettait, voilà, si l'un se passait pas bien, ça me permettait de basculer dans l'autre et de passer les moments un peu difficiles. Et à côté de ça, je vivais aussi des moments super. Donc voilà, les compétitions, c'est quand même quelque chose d'à part. Je savais que c'était dur, mais je savais que ce que je vivais, c'est pas tout le monde qui le vivait. Alors, te connaissant un peu, j'ai peut-être une idée déjà de la réponse, mais est-ce que tu t'autorisais un potentiel échec sur un des 2 objectifs, ou pour toi c'était... Absolument pas. Non. Il fallait que je réussisse mes études parce que je m'étais lancée là-dedans. De base, voilà, c'est important pour mes parents, les études. C'était un challenge aussi de réussir parce qu'on m'a éduquée comme ça. Et puis le sport, c'est quelque chose d'assez incertain. Même si j'avais un bon niveau, on n'est jamais à l'abri demain d'avoir une blessure et d'avoir une fin de carrière pour n'importe quelle raison. Ça te sécurise donc du coup d'avoir... Ça me sécurisait et pour moi, on ne pouvait pas vivre de la boxe. Okay. Pour les femmes, on ne pouvait pas vivre de la boxe. Quand j'ai commencé à 12 ans, on ne m'entendait pas parler de grandes championnes avec... Il y a de l'argent dans la boxe, il y a de l'argent chez les hommes. Donc pour moi, l'objectif olympique même, quand je me suis fixé l'objectif olympique, je me suis dit, j'y vais, je vais vivre ma meilleure vie là-bas, je vais gagner les Jeux, et ça me servira de tremplin. D'accord.
il y aura une exposition telle que ça me servira de tremplin par rapport à tout ce que je fais, mon travail, etc. Donc moi, l'idée, c'était de faire les Jeux, les gagner, et après repartir ingénieur. Ce n'est pas possible. Je voulais pas passer pro, parce que pour moi, en pro, on ne gagnait pas d'argent. D'accord. Et j'avais du mal à concevoir de m'entraîner aussi dur et de ne pas avoir la possibilité d'être à la hauteur de la concurrence. Parce que ça commençait à se faire. Il y avait des athlètes à l'international qui s'entraînaient, qui ne faisaient que ça. Mais en France, ça n'existait pas. Alors, on va en reparler, parce que non seulement tu as gagné les Jeux, mais pas seulement, puis tu as continué derrière, et c'est ça aussi qui est super intéressant dans ton parcours, et tout a changé. Justement, donc ton accès, ton arrivée au plus haut niveau, on va dire qu'on va considérer qu'il y a un summum en 2016, parce que tu deviens donc la première championne olympique de boxe anglaise. La même année, tu es championne du monde aussi en amateur. C'est un volcan, c'est un tourbillon dans ta vie. Tu étais préparée à ça? Tu l'avais envisagé, rêvé? J'étais prête à devenir championne olympique, ça c'est certain. C'était mon objectif. Et pour moi, j'ai tout orienté, tous mes entraînements. En fait, tout s'articulait bien. J'ai fini mes études 1 an avant les Jeux Olympiques. Pour moi, ça me permettait d'être 1 an focus sur les Jeux. Ça a été le cas. À partir de janvier 2016, je change les dernières choses qu'il faut changer pour plus être la deuxième ou la troisième, mais être la première. Et ça a marché, puisqu'en mai, je deviens championne du monde. Et à partir de là, à partir du moment où je deviens championne du monde, je me dis, OK, maintenant, il reste plus beaucoup de temps. En 2-3 mois, on ne passe pas de championne du monde à dernière. Donc, je partais quand même confiante dans ce que j'avais mis en place. Et donc, je partais... dans mon esprit, j'avais de très grandes chances de devenir championne olympique. Ouais. Tu as dit quelque chose de super intéressant. Tu dis, voilà, quels vont être les réglages, les ajustements pour passer de deuxième, troisième à la championne olympique? C'était quoi ces réglages? J'ai changé d'entraîneur. Ok. J'ai changé d'entraîneur, même si mon entraîneur de club était toujours présent. J'étais plus avec un autre entraîneur la majorité du temps. J'ai mis aussi un peu de côté l'entraîneur que j'avais en équipe de France, qui était l'entraîneur des femmes, puisque pour moi, il ne me convenait pas. Donc, c'est une prise de risque. À T'as combien de temps des Jeux? 7 mois des Jeux de faire ça. Mais au bout d'un moment, on force. N'empêche que je suis toujours deuxième et troisième et je me fais toujours battre par la même personne. Donc, donc il y avait des choses à changer et je les ai changées. Et ça a payé. Voilà, après, c'est quelque chose de réfléchi. C'est une personne avec qui je m'entraînais déjà, qui était dans le haut niveau, puisque c'était l'entraîneur des hommes. Et voilà, qui avait ses qualités qui étaient les siennes. Et pour moi, pour moi ça matchait bien, en fait. Donc le très très haut niveau, c'est ce que tu nous dis, c'est des choix aussi. C'est sortir de ton confort même à 6 mois d'une échéance d'une vie. Bien sûr, c'est sortir de son confort, c'est se remettre en question sans cesse. Et voilà, quand on n'arrive pas à un objectif et qu'on le répète, c'est pas comme si... c'est pas une décision prise après un échec. Il y a eu plusieurs championnats où plusieurs fois je me suis fait battre par la même personne. Donc au bout d'un moment, même si c'est des choix durs, parce que moi, mon entraîneur qui était le mien, c'est celui que j'avais depuis 12 ans. Donc c'est des choix un peu compliqués à faire. Il y a aussi l'appréhension de se dire, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être pire aussi qu'avant? Tu penses à ça? Tu dis, je fais un coup de poker quand même, non, parce que je connais quand même assez bien mon sport. Ce qui a été le plus dur, c'était plus l'affectif. Oui, bien sûr. Et de se dire, voilà, est-ce que avec cette personne... Il a compris, mon coach a compris. Et j'avais testé quand même le nouveau, plusieurs mois. Donc, pour moi, je ne prenais pas énormément de... Il y avait une prise de risque, mais bon, c'était quand même mesuré. Et au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut pour réussir, et je l'ai fait, et ça a marché, puisqu'il n'a pas fallu beaucoup, puisqu'en mai, je deviens championne du monde. Tu la reprends, cette adversaire, justement, ou pas Je la reprends pas au jeu, non. Je la bats au championnat du monde, et au jeu, elle perd en quart de finale, il me semble. Et donc tu la bats quand même au monde, et ça vient valider ce changement de... Oui, ça a validé totalement, puisque je deviens championne du monde. D'ailleurs, c'était l'athlète imbattable. Elle a été championne du monde, 5 titres de championne du monde, 5 titres de championne d'Europe. Enfin, c'est un gros nom dans la boxe. Donc oui, ça valide complètement les choses. Et
si près du but, Ouais, ça donne il de n'y a la plus qu'à confiance, hein. monter là. Ouais, ouais. Au-delà du changement de coach, il y avait quoi des réglages? Tu penses que c'était plutôt un accompagnement technique, psychologique sur ton approche de ce combat-là avec elle? Technique, Il était technique, technique? psychologique, non, D'accord. j'ai jamais eu de soucis au Ok. niveau psychologique. Non, non, c'était technique, D'accord. essentiellement, oui. C'était un coach cubain qui avait, voilà, on Ok. sait que la boxe cubaine est quelque chose, enfin, techniquement de très qualitatif. C'est un style qui me correspondait et voilà, hein, ça a marché. Alors arrive donc cette finale aux Jeux Olympiques. Tu es à un combat de ton but ultime, hein, Mm. c'est la quête de toute une vie. On en avait déjà parlé Ouais. pour les athlètes. Qu'est-ce qui se passe les secondes d'avant? Est-ce que tu es submergé par une émotion, une pression, ou tu es en mode focus, concentré? Ah non, je suis concentrée. Je Il n'y a plus suis d'émotion concentrée. du tout. Tu sais pourquoi tu es là. Je suis concentrée, je sais pourquoi je suis là. Il reste un combat, donc l'idée c'est de devenir championne olympique. Si proche du but, c'est Mm. déjà je viens sur la compétition très concentrée, ce qui fait que je n'ai vécu que la boxe à Rio. J'ai pas beaucoup vu Rio, j'ai pas vu d'autres compétitions. J'étais hyper focus et en plus j'ai toute ma famille qui s'est déplacée. Enfin, non, je suis concentrée. Ça va la décision? Ça va la décision, T'es c'est un sûr de combat toi ou pas? hyper Il serré. est serré, il est engagé. Oh là là, il est serré ce combat. Il y a 4 rounds. Maintenant, on en a 3. Donc, 4 rounds de 2 minutes. C'est simple, je perds les 2 premiers. Donc, si on calcule bien, quand on perd les 2 premiers, si c'est égalité, ça va jouer au préférentiel. Et à moins de... En plus, ce qui est pas courant en boxe, c'est qu'en général, les arbitres vont rester un peu sur ce qui s'est passé au début, quoi. Ouais. Donc là, c'est... à partir du moment où je sais que je perds les 2 premiers, je pense que je suis rentrée dans un état mental, psychologique et physique que j'ai jamais revécu D'accord. T'as sur été d'autres transcendé. compétitions. Ouais, franchement, ouais. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. C'est des moments Et hors du temps, ça? franchement, c'est unique. J'ai jamais vécu ça ailleurs que sur cette finale olympique. J'ai été transcendée. Et sur la minute de repos, il y a tout qui passe dans ma tête. Et je me dis, non, mais en fait... c'est impossible que je passe à côté de la finale. Et puis, je prends le dessus sur le 3e, je prends le dessus sur le 4e, et les juges me déclarent vainqueur. Donc oui, quand j'attends la décision, bon, il y a confiante. 2. Au pire, je gagne, mais il y a 2 et 2. Ouais. Donc ça va être... Il faut en faire beaucoup plus Ouais. pour gagner quand il y a 2 et 2. Et j'ai fait... de ce que je pense, pour moi, j'en ai fait plus. Maintenant, on n'est pas... Et qu'est-ce qui fait que tu passes à côté des premières reprises, du coup? Parce que c'est une finale olympique, c'est dur, T'as du très, très haut niveau en c'est face, du très haut forcément. niveau. Tous les combats, enfin, quand on arrive au jeu, c'est que quali. Ouais. Il y a eu des phases de qualification avant, il y a eu des sélections en fait. Donc, quand on arrive aux Jeux Olympiques, tous les combats, c'est du très haut niveau. Et là en face, je rencontre une Chinoise. Les Chinois, c'est des nations très fortes. C'est une nation très forte et voilà, je savais à quoi m'attendre. En termes de morphologie, on est pareil. C'est pas comme si je rencontrais une toute petite, pas bien dans sa caté. Non, et je rencontre une vraie athlète et je rencontre une nation forte. Donc c'était certain que ça allait être serré. Donc à la fin de la deuxième reprise, tu as 1 minute pendant la pause pour tout changer. Et Ouais. tu arrives à le faire. Ouais, c'est Tu ça. es désigné vainqueur, tu es championne Et olympique. je suis championne olympique. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ah j'ai du mal à m'en rappeler, mais j'étais bien. J'étais contente. Je me dis enfin, on y arrive, l'objectif est là. Et puis voilà, après, voilà, il y avait mes parents, il y avait tout le monde. Donc c'est des moments qu'on a envie de partager avec tout le monde. Tu fais un bond après cette victoire d'un point de vue médiatique. Tu es très sollicité, tu fais beaucoup d'émissions télé, tu as participé à Masked Singer parce que tu chantes aussi, donc tu es très sollicité. Ça change beaucoup de choses d'un point de vue financier de ton côté, dans ta façon d'appréhender les choses, parce que tu n'as pas mis une fin à ta carrière après les Jeux. Ouais. Tu t'es lancé un autre objectif, c'est de passer chez les pros, alors que ce n'est pas ce que tu souhaitais au tout Non, début. parce que la médaille olympique a tout changé. Ça a changé la visibilité par rapport à mes performances sportives. Forcément, je suis devenue exposée. Ça a changé les possibilités, du coup, contractuelles, en boxe professionnelle. Et même si je n'ai pas pris la décision tout de suite de passer professionnelle, c'est vrai que bon, c'était encore là, ça faisait partie de mon environnement, la boxe. Et quand j'ai su que je pouvais ne faire que ça,
bah, j'ai franchi le pas. Je me dis, de toute façon, la boxe est là, elle est toujours présente, donc autant y aller. L'envie était encore là. Parce que j'ai quand même fait une pause d'1 an, j'ai eu un enfant. Et l'envie était encore là, donc je me suis dit non, ce serait bête de pas le faire et puis peut-être d'avoir des regrets par la suite. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a tous ces succès-là, tu prends le temps de te consacrer à ta vie de famille pour devenir maman, et puis tu repars, et puis tu te mets comme objectif championne du monde professionnelle, tu atteins encore une fois cet objectif. Comment tu le juges tout ça? Est-ce que tu t'étais à nouveau sûre et certaine que ça allait marcher? Parce que le coup de faire une pause pendant ta carrière d'athlète, c'est un sacré risque. Ouais, j'en ai fait 2 en plus. 2, ouais. Quand je me fixe un objectif, je fais tout pour que ça fonctionne. Maintenant, oui, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais je me dis, voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie. Donc, je fais tout ce que je peux pour y arriver et même si au final ça marche pas, voilà, j'aime bien avoir cet état d'esprit et de me dire que je serai allée au bout de moi-même. Je pense que le temps aussi est important. J'ai fait une pause, mais peut-être que j'aurais pris les mauvaises décisions si j'avais pas fait cette pause. Je dis toujours, il y a le travail. Je travaillais quand même assez dur. J'étais ingénieure, j'étais en école pendant la majorité de ma carrière, ma carrière sportive et la majorité de mes années en équipe de France. Donc c'était un rythme assez dur. J'arrive à mon objectif. Il faut prendre le temps derrière de profiter de tout ça et de fêter et de prendre aussi tout ce qu'on nous donne parce qu'il y a eu beaucoup de bons retours, il y a eu l'exposition, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Donc je pense que c'est important, chaque étape mérite qu'on prenne le temps pour pas faire de mauvais choix par la suite. J'ai bien fait parce que, honnêtement, moi, quand je gagne ma médaille d'or au jeu, j'ai plus envie d'entendre parler de boxe. Je suis arrivée, c'était assez dur comme ça. Je remonte sur le ring 1 an et quelques après. Je n'étais pas remontée sur le ring avant ça. Tu parles d'entraînement ou... Entraînement. Ah non, je voulais plus rien savoir. Déjà, 2-3 mois avant les Jeux, je commençais à en avoir marre de faire de la boxe. Ouais. Mais voilà, l'objectif était là, ça me portait et c'est ça qui me maintenait. Mais oui, après, j'ai plus envie de faire de boxe. Si je m'écoute, j'arrête. Sauf que non, j'ai pris le temps, j'ai laissé les choses se faire et les choses redescendre aussi, doucement. Et j'ai voulu attendre de voir si j'avais encore l'envie. Parce que sans envie, c'est très compliqué de faire les choses. Et quand on fait du sport qui est exigeant, mais même n'importe quel domaine, hein, je pense que avoir l'envie, ça nous rajoute une force supplémentaire. Et l'envie est venue, et donc j'ai continué. Donc tu as cette envie, tu as cette notoriété, tu deviens un personnage public avec des dizaines de milliers d'abonnés sur tes réseaux sociaux qui suivent un peu toute ta vie. Et tu décides cette notoriété de la mettre au service d'une cause, d'une association. Je voulais qu'on en parle. Tu es président d'une association qui s'appelle Elperf. Oui. Est-ce que tu peux nous en expliquer la genèse, à quoi ça sert, ce qui s'y passe? Oui, au départ, quand je crée l'association Elperf, qui n'avait pas ce nom-là au début, c'était pour faire quelque chose, parce que je me suis dit, bon, il y a beaucoup de bonnes retombées après ces jeux-là, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour mon sport ou pour une cause en particulier? Pour moi, le sport de haut niveau, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. J'ai vécu des grands moments dans le sport et j'ai vécu aussi des moments un peu compliqués dans le sport de haut niveau. Et je me suis posée, j'ai fait un bilan un peu de tout ce que j'avais vécu et je me suis dit, bon, faire une association qui viendrait peut-être en aide aux athlètes ou qui permettrait de penser le sport différemment, de proposer aux plus jeunes mon expérience en tant qu'athlète et leur montrer que finalement le sport est accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui me parle bien. Au départ, je voulais la centrer sur deux choses, c'est-à-dire le sport de haut niveau avant tout, avec des thématiques assez féminines, puisque bon, je ne voulais pas m'étendre et le sport féminin, c'est quelque chose que je maîtrisais assez bien et les problématiques, je les connaissais. Quand on sait qu'on met notre corps au service, notre corps, c'est notre outil de travail. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui influent et qui impactent le corps d'une femme. Et tout ça, c'est des choses que j'ai voulu traiter au sein de mon association. Et pour moi, ça devait aussi passer
régler ces choses-là, ça devait aussi passer par une éducation, quelque part par le sport. Donc il a été très important tout de suite de partir parler à la jeunesse et de leur dire, voilà, regardez comment on pratique, leur poser des questions, comment vous pratiquez, qu'est-ce que vous faites comme sport. Et je me suis très vite rendu compte, j'ai mis en place une action qui s'appelle Boxer les préjugés. On ne faisait pas que de la boxe, mais voilà, c'est des clins d'œil par rapport à mon sport. Et l'idée, c'était de pratiquer avec les jeunes, parler, échanger, avoir un temps de débat et puis profiter d'un moment un peu plus convivial où ils pourraient prendre des photos, poser des questions. Il y a toujours eu 2-3 sports lors de ces initiations sportives et ces temps d'échange. Et subtilement, sans le dire directement, on arrivait à des problématiques et à des préjugés. Déjà, quand c'était de la boxe, c'était moi qui venais. L'idée, c'était de la gym, c'était plutôt on avait plutôt un champion et pas une championne. Okay. De faire les choses un peu subtilement. Et quand on arrivait au temps de débat et d'échange, l'idée, c'était plus de savoir comment eux pratiquaient le sport, plutôt que de dire, voilà, dans le sport, ça arrive, c'est un préjugé. Non, l'idée, c'était de savoir, de poser des questions. Voilà, comment vous avez connu le sport, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, petit à petit, les jeunes, moi, je fais du foot, mais on se moque de moi. Personne ne veut jouer avec moi à la cour de récréation. Et en fait, on voit très vite qu'on arrive à plein de préjugés. Okay. Et on leur explique que chaque personne peut trouver son sport. Finalement, faire du sport, c'est comme aller à l'école. Il y a des matières qu'on aime, il y a des matières qu'on n'aime pas. Et dans le sport, il y a des sports qu'on va aimer, il y a des sports auxquels on peut accrocher. L'idée, c'est de ne pas avoir peur de franchir le pas et de tester des sports. Je l'ai fait moi-même en étant jeune. J'ai fait des sports qui n'avaient rien à voir avec la boxe. Moi, j'ai commencé par la danse classique, j'en ai fait 3 ans. Patinage artistique. J'ai fait du patinage artistique, j'ai fait de la natation. Il y a des sports qui m'ont plu, il y a des sports qui m'ont moins plu. Et au final, j'ai fini dans la boxe. Donc voilà, c'est de leur proposer cette ouverture d'esprit. Et c'est des actions que j'ai menées. Ça me tenait vraiment à cœur. Ça fait du bien déjà de partager avec les jeunes. Ils sont hyper réceptifs. Et ça permet de sortir de son cadre de sportif, de haut niveau, du sport exigeant. On n'a pas trop l'occasion de faire du sport loisir quand on fait du sport de haut niveau. On fait du sport, ça devient un travail. Et le travail, malheureusement, des fois on aime y aller, des fois on n'aime pas y aller. Mais on doit le faire. Mais faire ça permet de sortir de ce cadre-là et de faire d'autres choses, toujours dans le cadre du sport, mais d'une façon plus ludique, avec des retours hyper intéressants. Je suppose que le sport, c'est un prétexte là-dedans. L'idée, c'est surtout d'accompagner des gens, de leur passer aussi des messages. C'est ça, c'est de passer des messages, accompagner des jeunes et leur proposer peut-être des solutions à leurs problématiques et leur permettre aussi de passer un temps convivial avec Voilà, en tant que sportif, on parle aux jeunes. C'est très différent quand les professeurs ou les directeurs d'école parlent aux jeunes. Nous, on est cool, quoi. C'est pas notre travail, en fait. On vient sur des extras comme ça, c'est pas notre travail, donc c'est très différent. Ils sont hyper réceptifs et ils vont oser nous poser même des questions des fois. Combien vous gagnez, ceci, cela. On répond, franchement, on est tranquille. On est vraiment tranquille et ça se passe super bien tout le temps. Et puis aussi, ils nous voient à la télé. Enfin, moi, quand je viens, ils me voient à la télé. Je vais ramener dans mon réseau, j'ai plein de sportifs, des sportifs qui sont connus. Donc, l'idée, c'est de toujours essayer de venir accompagner avec d'autres athlètes. Et là, ils sont hyper intéressés. Ils ont envie de savoir, de connaître, de faire de leur temps d'échange à la fin où ils prennent des selfies. Ça ramène autre chose que leur quotidien à l'école. Je voudrais qu'on parle un peu de tes inspirations, parce qu'évidemment, tu es une inspiration là, pour tous ces jeunes qui te rencontrent dans l'association. Est-ce que tu aurais des noms à nous citer? Mais on va sortir du cadre strict de la boxe. Tous les gens qui ont des qualités, des personnalités qui t'ont inspiré, qui t'accompagnent peut-être, en tout cas mentalement. Alors, quand on me pose cette question, je réponds toujours, mais j'ai pas de nom. J'ai pas de nom, j'ai une éducation. Voilà, je suis pas quelqu'un, j'ai pas d'idole, de fan. Je suis pas fan de certaines personnes. Alors, je trouve que chacun a ses qualités propres. Toutes les personnes qui ont réussi et même celles qui n'ont pas réussi. Quand on parle de sport de haut niveau, par exemple, on voit le parcours des gens qui réussissent, des gens qui sont médaillés, mais il y a combien d'athlètes qui font exactement la même chose que nous et qui réussiront jamais à avoir les retours que le champion olympique aura. Pour moi, chaque parcours est intéressant et chaque personne est inspirante à partir du moment où il fait les choses à fond et sincèrement.
Donc je cite jamais de nom, même s'il y a des personnes forcément que j'ai en tête et qui me parlent. Mais je ne veux pas m'identifier à une personne, je construis mon parcours à moi, ma vie à moi. Et oui, avant tout, j'ai une éducation et j'ai des parents qui m'ont permis d'avoir cette façon de faire et cette façon d'être. C'est tes parents en premier à qui tu voulais rendre hommage? Bien sûr, c'est mes parents en premier. Ils ont connu leurs difficultés, eux. Voilà, on n'a pas eu la même vie. Hein. Ils ont tout donné pour leur famille, pour leurs enfants. Et ça a toujours été pour moi hyper important qu'ils aient ce retour-là et que les choses qu'ils n'ont pas pu faire eux, j'arrive à prendre une revanche là-dessus quelque part. Mes parents, c'est pas des... Ma maman est ukrainienne, mon papa est congolais. Et ils n'ont pas vécu en France au départ. Ils sont venus... Ils étaient surdiplômés dans leur pays d'origine. Hein, voilà, ils étaient surdiplômés, exactement. Ils n'ont pas pu exercer leur métier exactement, en France. C'est un peu ce qui t'a donné aussi cette énergie-là? C'est complètement ce qui m'a donné cette énergie-là. L'injustice, j'ai horreur de l'injustice. Et puis voilà, je trouve que... Je trouve qu'ils ont sacrifié quelque part... voilà, les études, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de difficile. Ils avaient leur vie, ils vivaient très bien, ils auraient très bien pu continuer comme ça, mais ils sont venus en France pour leur famille, pour leur proposer un meilleur cadre. Et ils n'ont pas forcément eu le retour qu'ils avaient. Mon père avait un bac plus 9, ma mère un bac plus 5. Et au final, ils n'ont absolument pas fait le métier qu'ils devaient faire parce que diplôme non reconnu en France. Et ils n'avaient pas le temps de passer des équivalences, de continuer leurs études de 3 ans. Ils avaient déjà mon grand frère. Ma maman était enceinte de moi. Donc, ils ont tout fait pour leur famille, pour leurs enfants. Ils ont tout fait, ils ont cherché un travail. Ma maman a appris à parler français très rapidement et c'était le seul objectif. Donc pour moi, en grandissant, pour moi, c'est à nous de faire pour eux maintenant. Et ça a toujours été une mentale que j'ai eue depuis très jeune, c'est-à-dire de faire les choses pour mes parents, de leur permettre, même si ils ont eu des années... voilà, les années qu'ils ont eues, hein, on a bien vécu, il n'y a aucun souci avec ça, mais même si ce n'était pas à la hauteur de leur départ, qu'à l'arrivée, grâce à leurs enfants, ça soit encore plus que ce qu'ils pouvaient avoir eux. Alors, ça m'amène à une question, je ne sais pas qu'elle ne va pas être maladroite, mais est-ce que tu penses que sans leur parcours, est-ce que tu penses que toi tu fais la même carrière derrière ou est-ce que les choses auraient été vraiment complètement différentes? Sans les difficultés qu'ils ont connues? C'est ça, et donc cette envie, cette énergie, non, je pense que ça aurait été complètement différent. D'accord. Ouais. C'est une éducation, c'est une envie de prendre une revanche pour eux. Ouais, ça aurait été totalement différent, je pense. Okay. Alors j'aurais encore plein de questions à te poser, mais j'aimerais qu'on passe aux questions de notre panel. Estelle, donc, comme on le sait tous, Paris 2024 approche à grands pas. Dans quel état d'esprit à l'approche de l'échéance? Paris 2024 approche en effet. J'ai pris la décision de faire les Jeux il y a peut-être 6 mois maintenant. Et je prépare les qualifications. On a les premières phases de qualification qui arrivent dans 2 mois. Là, je sors d'un combat pro, donc je suis dans ma semaine de récupération. Mais l'état d'esprit, c'est de tout mettre en place là pour se qualifier sur la première étape de qualification. Et forcément, mon souhait, c'est un doublé olympique. C'est l'objectif. Il était plutôt sereine? Oui, sereine, oui. Après, concentrée, comme d'hab, concentrée. Et je me dis que faut rien laisser passer parce que j'ai l'expérience déjà des Jeux. Je sais ce que ça implique. Même si à domicile, c'est encore différent. Mais je sais ce que ça implique. Ce que j'ai vécu les années précédentes, c'est de la boxe professionnelle, très différent de la boxe amateur et donc de la boxe olympique. Donc, rester concentré. Et je pense que ce qui me permettra de reperformer en aussi peu de temps, c'est justement toute l'expérience que j'ai déjà acquise sur l'Olympiade précédente et l'expérience que j'ai pu avoir aussi après les Jeux. Parce que j'ai beaucoup voyagé, je me suis entraînée avec différentes personnes en France et aux États-Unis, des Cubains aussi. Donc, ça m'a permis de voir... ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et je sais aujourd'hui ce qui me correspond, exactement ce qui me correspond. Donc j'ai mis en place une équipe autour de moi qui me permettra normalement d'être performante aux Jeux Olympiques. Si les Jeux ne sont pas à Paris, est-ce que tu y retournes? Non. C'est vraiment le fait que ce soit en France qui t'a... Qui m'a décidé, ouais. Le fait que ce soit en France, c'était un objectif intéressant pour moi, qui me parlait. Et
quand je suis passée professionnelle, comme je dis, la boxe pro, ça n'a rien à voir avec la boxe olympique. Donc c'est là, aujourd'hui, je prends un gros risque à repasser en boxe amateur. Mais voilà, le fait que ce soit à domicile, ça vaut le coup. Très, très bien. Vraiment. Bonjour Estelle, et du coup, félicitations pour ton parcours. Merci. Je voulais savoir ce qui t'a donné la force vraiment de reprendre le sport à haut niveau après ta grossesse, parce qu'on connaît les changements aussi du corps. Ça demande 3 fois plus de travail. Donc, qu'est-ce qui t'a donné la force ? Qu'est-ce qui m'a... l'envie. Vraiment, j'avais envie de reprendre. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai complètement arrêté pendant 1 an. J'ai pas fait de sport, j'ai même pas couru une fois. Donc, au bout d'1 an, quand on a été sportif de haut niveau, je pense qu'on en a marre de notre corps, des kilos qu'on a pris. Et j'avais un train de vie très actif. Voilà, comme j'ai dit, j'ai été étudiante la majorité de ma carrière de sportif de haut niveau. Après ça, c'était l'année olympique, donc des déplacements tous les mois. Et là, je me suis retrouvée enceinte. Je faisais pas grand-chose sportivement parlant. Au début, j'en avais besoin. C'était essentiel pour moi. J'avais besoin de souffler, de faire autre chose. Mais c'est vrai qu'à la longue, en fait, je me suis sentie un peu inutile. Et je me suis dit que c'est absolument pas la vie que j'ai envie de mener. C'est beau d'avoir un enfant, ça change une vie. Mais je suis pas le genre de femme à rester auprès de son enfant et à rien faire d'autre. J'avais besoin de me challenger. Alors, j'avais la possibilité de faire autre chose que du sport. Mais étape par étape, dans les étapes que je m'étais fixées, c'est d'abord de me poser les bonnes questions et de savoir si ce qui m'avait réussi, j'avais encore envie de le faire. Et en l'occurrence, au bout d'1 an, oui, j'avais envie de remonter sur le ring. Je suis remontée 1 ou 2 mois, 1 mois peut-être après ma grossesse, j'ai retapé un peu, j'ai fait un peu de leçons, j'ai retapé un peu dans le sac. C'était horrible, c'était dur. J'ai essayé de faire du gainage, je tenais à peine 10 secondes. Mais j'avais envie de dépasser ça. Et j'ai eu des possibilités aussi au niveau professionnel, des bonnes opportunités. Et je me suis dit, non, ça vaut vraiment le coup. Comme j'ai dit tout à l'heure quand je parlais, je pense que c'est hyper important de pas avoir de regrets dans la vie. Et je me suis dit, si l'envie est là, ça va être dur, certes, mais je pense que ça vaut le coup de le tenter. Et est-ce que tu aimerais que tes enfants suivent ton parcours dans la boxe ou dans le sport à haut niveau ? Alors, j'aimerais pas que mes enfants fassent de la boxe. C'est un sport très dur. Très dur et assez ingrat, on va dire. Assez ingrat. Encore là, je sors d'un combat, il y a des décisions parfois litigieuses et pourtant on prend des coups. Et voilà, au-delà du fait que ce soit un sport exigeant, comme tous les sports de haut niveau, tous les sports de haut niveau sont hyper exigeants. On cherche tout le temps à dépasser nos limites à tout moment, au niveau du cardio, au niveau du mental. Voilà, l'idée, c'est d'être toujours meilleur que l'autre. Donc forcément, ça demande de dépasser ce qu'on peut faire à chaque fois et à chaque entraînement. Mais il y a cette dimension de combat dans la boxe. On prend quand même des coups. C'est quand même des sports qui ça fait partie des sports un peu risqués aussi. Mes enfants vont être très grands, ils vont dans une catégorie très lourde. Donc, on ne souhaite pas ça pour ses enfants, forcément. Maintenant, s'ils veulent, je les accompagnerai là-dedans. C'est quand même un domaine que je maîtrise. Par contre, une chose est sûre, c'est que je veux qu'ils aient cette éducation du sport. Pour moi, c'est hyper important. Comme d'avoir l'éducation, d'aller à l'école et de faire tout ce qu'il faut pour aller au maximum qu'ils peuvent faire à l'école. Pour moi, c'est complémentaire. L'école permet de nous éduquer mentalement et le sport permet de nous éduquer physiquement. Et ça peut apporter tellement. Donc juste qu'ils aient cette éducation du sport, qu'ils aient cette rigueur aussi que peut apporter le sport, ça c'est quelque chose que je souhaite. Maintenant, qu'ils fassent le sport qu'ils aiment. De rien. Pendant l'interview, tu parlais du fait que tu es tombée enceinte et on a directement arrêté, c'est fini. Et là, tu as ton ressenti à toi au moment où tu as repris. Comment tu as vécu le ressenti des autres dans le monde du travail classique dans un bureau? Les femmes souvent parlent de la difficulté à reprendre le travail, de reprendre tous les jours, les regards, les ressentis. Est-ce que toi, tu as vécu des difficultés à ce niveau-là, d'un point de vue extérieur, des gens qui te traitaient différemment ou qui t'accueillaient peut-être différemment par rapport à avant? J'ai eu 2 grossesses. J'ai eu une autre grossesse vraiment en pleine carrière où j'étais... après ma première grossesse, donc je passe professionnelle, je signe avec une chaîne de télévision, j'ai un promoteur. Enfin, les choses se passent plutôt bien pour moi. Je peux pratiquer mon sport de façon tranquille, sans penser à travailler à côté. Et quand je tombe enceinte pour la 2e fois, mon contrat à télévision est coupé. Je perds un partenaire. Et donc forcément,
Niveau professionnel, ça a impacté. Ça a complètement impacté. Je suis bien plus vigilante maintenant quand je signe mes contrats. Mais historiquement, on a souvent eu ce genre de choses, c'est-à-dire des contrats avec des clauses quand on tombe enceinte, des réductions de salaire quand on tombe enceinte, ou même parfois des ruptures de contrat. Les choses changent énormément parce qu'il y a des sportifs qui ont parlé, qui ont refusé, et des sportifs qui avaient de la notoriété. Mais c'est quelque chose qui se pratiquait et qu'on peut encore voir. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je signe un contrat avec une grosse marque et je vois ça dans les clauses. Et je dis, mais comment vous pouvez mettre ça dans la clause que en fait, si je tombe enceinte, mon contrat se coupe? Ils disent, ah bon, comment ça? J'ai dit, mais en effet, c'est pas possible. Je dis, oui, mais si c'est là, c'est que c'est quelque chose que vous faites. Vous faites historiquement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça prendra fin parce que je vous le dis, mais c'est quelque chose qu'historiquement, vous faites. Donc le sport, c'est un peu comme tous les milieux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire pour les femmes et les choses évoluent forcément, mais ça nécessite des prises de parole et des prises de position par rapport à certains sujets. Merci. De rien. On voit que tu es très forte mentalement, et on parle du mental et de la discipline dans la boxe. Et du coup, peut-être, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Qu'est-ce que tu as appris de la boxe et du sport de façon générale que tu appliques en fait dans ta vie à côté, qui n'a vraiment rien à voir avec le sport? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup de choses dans le sport. Mais qu'est-ce qui pourrait servir dans la vie? Prendre le temps. J'en parlais tout à l'heure, le temps, c'est important. Ça permet de prendre les bonnes décisions et de passer un peu toutes les étapes de la vie. Parce que dans le sport, comme j'ai dit, on connaît des victoires, des échecs. J'ai eu envie parfois d'arrêter ma carrière. Et si je prenais ma décision sur le coup, je ne serais peut-être pas devenue championne olympique en 2016. Donc je pense que c'est essentiel de prendre le temps et de vivre les choses pleinement, mais chaque chose, les choses faciles et les choses difficiles aussi. Parce que les échecs que j'ai vécus, c'est ce qui m'a permis, je pense, de réussir derrière. Moi, avant 2016, je rate les qualifications en 2012. De peu, je perds le combat qui aurait pu m'amener au jeu et me qualifier. Je les rate. Sur le coup, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter. Je me dis, de toute façon, ça se trouve, j'ai pas le niveau et ça se trouve, je suis pas à la hauteur. Si j'arrive même pas à me qualifier, comment je peux être championne olympique? Et c'est vrai que j'ai pris le temps. Ça m'a pris 2-3 mois pour encaisser, supporter. Sélectionner aussi son entourage, avoir le bon entourage, je pense que c'est important d'être bien entouré, puisque les gens qui ont été autour de moi m'ont permis de passer cette étape-là et de relativiser la défaite et de se dire que, écoute, t'es jeune, il y a d'autres jeux, retente les prochains jeux. Mais je pense que si je serais partie au jeu en 2012, j'aurais peut-être pas fait un super résultat d'ailleurs, je serais sortie au premier tour, mais je me serais pas conditionnée comme je me suis conditionnée après cet échec-là. C'est-à-dire que moi, après 2012, je me dis, OK, quand j'ai encaissé, tout ça s'est passé, je me dis, écoute, je vais continuer, je vais tenter 2016, mais je vais changer. Il faut bien que cet échec serve à quelque chose. Et si ça n'a pas marché, c'est tout n'est pas bien. Donc, j'ai changé pas mal de choses. J'ai changé ma façon de penser le sport, de pratiquer le sport. Je me suis réunie avec les gens qui étaient autour de moi, coach, etc. On a réfléchi à quelque chose de nouveau. Et puis ça a marché en 2016. Donc, je pense que c'est hyper important de prendre le temps à tout niveau, de réfléchir, de penser à pourquoi ça n'a pas marché et de penser aussi à pourquoi ça a marché et qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que je peux garder dans ce que je fais de manière générale. Mais ça, c'est dans le sport, mais ça peut être identique dans la vie. Profiter des opportunités aussi, ça c'est hyper important. Des opportunités, j'en ai eu et c'est ce qui a fait que finalement j'ai continué la boxe derrière. Au début, si je me serais braquée et si je serais restée sur mon idée première, je pense pas que je ferais de la boxe encore aujourd'hui. Mais j'ai eu des opportunités et je pense que c'est bien aussi de profiter des opportunités et de toutes les choses bien qui peuvent retomber par rapport à ce qu'on a pu faire. Ce que tu dis... Là, tu es juste intéressant, très intéressant. C'est ce que je dis souvent aux étudiants, surtout quand tu es en construction de carrière. Il ne faut pas avoir peur de mal faire. Ce qu'il faut, c'est faire. Ouais, et une fois que tu as fait même mal, tu sais ce que tu vas corriger. C'est des messages que je passe tout le temps. Créez, produisez, faites des choses, parce qu'au moins, il y aura un précédent sur lequel on va pouvoir à chaque fois construire. Voilà, on pourra évoluer, travailler dessus. De toute façon, je pense que c'est... L'évolution, c'est ça, c'est d'essayer, réussir, pas réussir, prendre le temps d'analyser les choses. Forcément, si on a un échec et en fait on passe à autre chose et qu'on ne regarde même pas ce qu'on a fait derrière,
c'est un peu plus compliqué d'avancer. Mais voilà, la vie est faite de ça. Dans un métier, c'est ça. Dans le sport, c'est ça. On ne peut pas être excellent partout, tout le temps. Et même mentalement, physiquement, il y a des moments où voilà, on ne sera pas dedans. Ça m'est arrivé de rentrer sur des compétitions et de ne pas être dedans, quoi, et de rater au premier tour parce que finalement, ce n'est pas le moment. Ça arrive aussi que ce ne soit pas le moment. Mais chaque chose et chaque étape est importante et il faut profiter de tout ça pour tirer le positif de tout ça, à chaque fois. Que ce soit quelque chose de bien ou que ce soit quelque chose de mal, tirer le positif et le tourner à son avantage. Du coup, moi j'avais une question sur le sponsoring. On voit beaucoup d'athlètes en difficulté actuellement sur les réseaux qui crient un peu à l'aide parce qu'ils peuvent pas pratiquer leur sport et à l'approche des JO, ils ont un peu peur. Je voulais savoir si toi, dans ta carrière, tu as eu ces difficultés-là, étant donné que, comme tu disais, la boxe féminine, c'était pas développé quand tu as commencé. Est-ce que tu as eu ces difficultés au-delà de la grossesse où on peut voir des athlètes comme... Il y avait une athlète qui avait perdu 80% de ses revenus avec Nike ou quelque chose comme ça. Est-ce que toi, au-delà des grossesses, comme tu l'as dit, tu as eu ces difficultés-là, surtout au début, à trouver des sponsors, à pouvoir vraiment évoluer dans le sport Oui. Alors, il faut savoir que des athlètes qui vivent de leur sport, il y en a très, très peu. La majorité des athlètes ne vivent pas de leur sport, doivent pratiquer un travail à côté, ce qui rend les choses encore plus difficiles, surtout par rapport à la concurrence, puisqu'il y a beaucoup de pays où, culturellement, le sport est hyper présent. Aux États-Unis, le sport permet d'aller à l'école carrément, donc c'est vraiment une autre façon de penser, parce qu'en effet, on n'est pas un pays hyper sportif, donc il n'y a pas des systèmes en place pour des sportifs qui vont permettre d'avoir un salaire une fois qu'ils passent sportifs de haut niveau. Non, en général, ils sont dans un club et c'est eux aussi qui vont payer leur licence, quoi. C'est pas du tout le club qui va les recruter pour pratiquer leur sport. On a le foot qui est très professionnel, mais la majorité des sports, quelques sports en club aussi qui sont professionnels, où on peut intégrer une équipe et avoir un revenu. Mais la majorité des sports, ce n'est pas des sports professionnels. Et tout ce qu'on voit au jeu, en général, ce n'est pas du tout des sports professionnels. Donc forcément, quand on doit pratiquer en même temps... et ce n'est pas dans la mentalité... d'avoir de la participation privative avec des sponsors qui automatiquement vont se dire « Ah oui, c'est intéressant, moi je mise sur lui ». Parce que pour pouvoir se dire ça, il faudrait que le sport passe à la télévision. Et on voit toujours les mêmes sports à la télévision. Il n'y a pas, voilà, le judoka, à part pour les Jeux Olympiques, il ne va pas passer à la télévision. Et il y a combien de sports et combien on en voit à la télé? Très peu. Donc forcément, c'est pas hyper intéressant pour un sponsor de se dire « Ok, moi je sponsorise cette personne-là » parce que quel est le retour qu'il va avoir? Mais là, il faudrait changer beaucoup de choses pour changer ça, malheureusement. Et à l'approche des Jeux, c'est bien mieux pour tous les athlètes, surtout le fait que ce soit à Paris, parce qu'il y aura quand même une exposition. Il y a ce que tu as pu voir là, par exemple, à l'approche des Jeux, c'est bien moins pire que sur les autres Olympiades ou les années précédentes, parce que le fait que ce soit à Paris, les gens vont toujours trouver, les sponsors vont plus facilement trouver un intérêt à sponsoriser tel ou tel athlète ou à miser sur tel ou tel athlète. Mais de manière générale, en temps normal, c'est encore bien plus compliqué et les marques ont du mal à se projeter parce qu'ils ne savent pas... ça reste un investissement et ils attendent un retour sur investissement et ils ne savent pas bien comment ils auront ce retour-là s'ils mettent de l'argent sur l'athlète. Ce que tu dis, oui, c'est très très vrai, c'est qu'on n'a pas cette culture sport et donc les marques s'engagent beaucoup moins ou alors il faut être Teddy Riner ou Estelle Mosley. Mais en même temps, les médias ne suivent pas non plus, donc c'est très 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 peu diffusé. Donc c'est plus compliqué aussi pour une marque qui va investir parce qu'elle n'a pas la notoriété qui va avec. C'est très compliqué. Et effectivement, il y a beaucoup d'athlètes que vous voyez à la télé. On pourrait croire qu'ils sont paillettes, bling-bling, mais pas du tout. Ils travaillent, ils vont être agents de sécu, hôtesse et tout ça. Parce qu'effectivement, ce n'est pas dans la culture et vous êtes une poignée à pouvoir en vivre décemment. Oui, c'est plus culturellement parlant, je pense. Plus culturellement parlant. Il n'y a pas de système autour du sport. Et puis, il n'y a pas énormément de communication autour du sport. On n'a pas énormément de chaînes dédiées au sport, des chaînes autres que des chaînes internationales et étrangères, mais on n'a pas énormément ça et c'est pas culturellement parlant, c'est pas comme aux États-Unis où voilà, il y a des familles qui vont voir, qui sont abonnées pour aller voir des matchs de NBA tout le temps.
c'est très, très, très différent en France. Alors que je vais reprendre, on avait déjà fait une émission ensemble pour parler de ça, le sport, c'est le storytelling infini. C'est le seul univers dans lequel on ne va jamais savoir ce qui se passe. Ouais. On a des valeurs, on a de la performance, on a des grands champions et tout ça. Donc pour une marque, c'est le message qu'on vous envoie. Hein. Allez-y, allez dans le sport, allez accompagner les athlètes, parce que c'est les seuls qui vont pouvoir vous apporter autant de visibilité, de retour sur investissement et tout ça. Il faut y aller justement, il faut y aller. Oui, il faut faire comprendre ça aux marques. Merci pour ces questions. Avec plaisir. Avant de conclure, Estelle, Oui. tu es donc engagée à nouveau sur 2 projets, carrière professionnelle et l'ambition d'une qualification pour les Jeux Olympiques. C'est compliqué de jongler entre la boxe amateur et professionnelle, qui n'est pas tout à fait la même pour tout un tas de raisons. Comment tu arrives à switcher? Alors oui, c'est compliqué. Je pense même qu'on ne peut pas être performant partout en même temps. Au bout d'un moment, il va falloir que je fasse un choix. Je savais que c'était quelque chose que je devais faire jusqu'à juin parce que il fallait que je mette en place quelque chose au niveau de mes combats professionnels pour arriver à des ceintures intéressantes sur la fin d'année. Et à côté de ça, il faut que je me qualifie aussi. Donc j'étais obligée là sur les 6 premiers mois de jongler entre boxe pro et boxe amateur. Mais mon souhait, c'est de me qualifier au mois de juin, de basculer totalement en pro jusqu'à la fin de l'année avant d'être uniquement sur la boxe olympique en 2024. On arrive à la fin de cette toute première masterclass avec une invitée donc exceptionnelle. Estelle, je voulais encore te remercier vraiment d'avoir répondu présent à cette invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bien. Merci beaucoup. Je voulais remercier également le panel. Vous avez été brillants. Merci de nous avoir suivis sur cette première. Un mot pour l'équipe qui m'accompagne, Flavie, Adélaïde. On avait Roman également qui nous rejoint pour le maquillage. Un grand merci à Sub de Pub qui nous soutient dans la création de cette masterclass. Donc voilà, évidemment, le lien était assez évident entre la transmission et Sub qui a joué le jeu tout de suite. Donc un grand merci à vous. On se rejoint très très bientôt. Pensez à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. D'autres invités de renom, des très très belles surprises vont arriver. Donc voilà, on vous dit à très très vite et merci encore.